Bonjour, une émission doublement spéciale aujourd'hui. Le journal de l'orthodoxie vous proposera, au-delà des nouvelles saillantes du monde orthodoxe, un zoom sur l'événement commémoratif en 2019 du 800e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe serbe qui remonte à 1219. Plusieurs publications commencent à préparer cet événement. Nous en recevrons les auteurs prochainement pour en parler. L'Église orthodoxe serbe, Histoire, spiritualité, modernité de Boško Bojović, qui vient de sortir aux éditions du Cerf, et un guide richement illustré des monastères de l'Église orthodoxe serbe qui recouvre quelques 423 monastères à travers le monde, traduit en français par Ljubomir Mihajlović. Ces publications célèbrent non seulement l'histoire et les charismes de cette Église, mais aussi ses grandes figures comme Saint Sava, premier archevêque de Serbie, et le regretté patriarche Paul de Serbie, décédé en 2009. Émission spéciale aussi car elle vous propose, à la place du grand entretien, une rétrospective des moments clés des 10 dernières émissions de cette saison. Une sorte de chemin de fer des thèmes traités, des auteurs reçus et des ouvrages commentés. Le mot de la fin est une vidéo, celle de l'excellent reportage préparé par Alexis Wozniuk, intitulé « Les voix de l'unité, l'œcuménisme en chantant », sorti le 17 mai dernier sur KTO, consacré au disque commun que préparent les séminaristes orthodoxes du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart et des séminaristes catholiques d'ici les Moulineaux. Ce disque paraîtra en septembre prochain. Regardez-le, ça vaut le détour. Bonne émission à tous et on se retrouve à la rentrée. Dans cette attente, bon été à tous. Paris, sous le thème « Les questions bioéthiques, un regard orthodoxe », l'Assemblée des évêques orthodoxes de France organise le samedi 9 juin 2018 la deuxième édition de la Journée de l'orthodoxie en France. Au programme de cette journée, une divine liturgie matinale à la cathédrale Saint-Étienne, rue Georges Bizet à Paris, puis un déjeuner au centre spirituel russe au premier quai Branly, suivi d'une table ronde débat à 3 voix, animée par Dr Julia Vidovic sur les questions bioéthiques. À Paris toujours, le congrès de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et méridionale, sous le mot fort du métropolite Joseph, s'est tenu à Paris dans les locaux et jardins de l'ambassade de Roumanie les 9, 10 et 11 mai derniers. Sur invitation du métropolite Joseph et du père Razvan Ionescu, Carole Saba a témoigné de son expérience de communicant au service de l'Église orthodoxe de France en présentant une communication ayant pour thème « Viens et vois ». Jean 1, 46, la communication d'Église, une diaconie pour que le monde croie. Jean 17, 21. Vatican, le patriarche Bartholomée, premier patriarche œcuménique de Constantinople, a effectué une visite le 26 mai dernier et a donné une conférence à la Fondation Contessimus Annus Pro Pontifice sur les nouvelles politiques et les styles de vie dans l'ère digitale. Par ailleurs, dans une lettre adressée à la 8e conférence théologique internationale qui a eu lieu à Thessalonique du 21 au 25 mai, il a annoncé la publication prochaine des actes du concile de Crète qui s'est tenu avec la participation d'une dizaine d'églises orthodoxes autocéphales. Sa sainteté Bartholomée Ier a annoncé également dans une interview au journal grec d'Australie Cosmos qu'il était très optimiste sur l'imminence de la réouverture de l'école théologique de Chalki en Turquie, fermée depuis 1971 par les autorités turques. Athènes. Le prince Charles, connu pour être très proche de l'Église orthodoxe et du mont Athos, et qui a des origines grecques du côté de son père, a effectué une visite à l'Église orthodoxe de Grèce en mai dernier, où il a été reçu par l'archevêque Jérôme d'Athènes et de toute la Grèce. Moscou, intervenant le 23 mai 2018 en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, à l'occasion du prix du Fonds de l'unité des peuples orthodoxes qui lui a été remis, le patriarche de Serbie Irénée a soutenu dans ses déclarations la position de l'Église orthodoxe russe en ce qui concerne la question, en débat actuellement, de l'octroi de l'autocéphalie à l'Église orthodoxe en Ukraine. Varsovie, prise de position similaire par le métropolite Sava de Varsovie, qui célébrait son 80e anniversaire, mais aussi le 20e anniversaire de sa nomination sur le trône primatial de l'Église orthodoxe de Pologne. Il a également présidé, le 19 mai dernier, en présence de nombreux évêques des églises orthodoxes autocéphales, la première divine liturgie dans les murs de la nouvelle cathédrale Sainte-Sophie de Varsovie. Patriarcat d'Antioche, le patriarche d'Antioche, Jean X, a intronisé à la cathédrale orthodoxe de la ville de Latakié le nouveau métropolite Athanasios Fahed, qui venait d'être élu à la tête de ce diocèse par le Saint-Synode de l'Église d'Antioche. Sa béatitude a effectué aussi une visite au monastère de Maaloula, en Syrie, qui avait subi de nombreux dommages et destructions pendant la guerre, et a pu constater l'avancement des travaux de reconstruction et de rénovation de ce monastère.
Il a également reçu au siège du patriarcat à Damas une délégation de l'Église orthodoxe russe dirigée par le métropolite Hilarion, qui est venu évoquer avec sa béatitude Jean X la situation de l'orthodoxie en Ukraine. À noter également que le Saint-Synode a décidé le transfert du métropolite Silouane de l'Argentine vers le siège du diocèse du Mont-Liban en remplacement de son éminence le métropolite Georges Chod, qui avait démissionné en raison de son grand âge. Finalement, le gouvernement libanais a décidé d'accorder une licence académique au diocèse orthodoxe de Beyrouth pour la fondation d'une université qui sera sous la protection de Saint-Georges. Grèce, la proclamation de la canonisation de l'ancien Iakovos Tsalikis de B, qui vient d'être déclaré saint de l'Église orthodoxe, a eu lieu lors d'une célébration liturgique solennelle, le 2 juin dernier, présidée par le patriarche Bartholomée de Constantinople et de l'archevêque Jérôme d'Athènes. Cette célébration, qui a eu lieu au monastère de Saint-David, sur l'île de B, en Grèce, où le nouveau saint a pratiqué l'ascèse et a exercé pendant de longues années les fonctions d'higoumène, marque son inscription dans les diptyques des saints de l'Église orthodoxe. Turquie, réouverture après 2 ans de fermeture du monastère historique de Soumela, dans la région du Pan, en Turquie, un des plus anciens monastères de la région fondé en 386 du temps de l'empereur Théodose, en 375. Paris, ordination le dimanche 27 mai, l'église de la Sainte Trinité à Paris. L'évêque Nestor de Chersonèse a conféré l'ordination diaconale à un des formateurs du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, Pierre Smirnov, qui est devenu moine quelques jours avant. Il exercera son ministère auprès du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart. Zoom, comme indiqué précédemment, notre Zoom d'aujourd'hui porte sur l'Église orthodoxe serbe, fondée par saint Sava et qui connaît plusieurs grands patriarches dont le dernier en date est le patriarche Paul de Serbie, décédé en 2009, connu pour sa sainteté et son humilité. C'est en 2019 que cette Église de la Serbie, pays carrefour d'influences diverses, européennes, balkaniques et byzantines, va commémorer le 800e anniversaire de son autocéphalie, qui lui a été accordée en 1219. C'est l'occasion déjà d'une floraison de livres qui abordent les charismes de cette Église, son histoire, son vécu, son témoignage et ses figures saillantes historiques. Nous reviendrons dans les prochaines émissions avec leur auteur sur 2 publications récentes, l'Église orthodoxe serbe, Histoire, spiritualité, modernité de Boško Bojović, aux éditions du CERF, et Guide des monastères de l'Église orthodoxe serbe, qui recouvre quelques 423 monastères à travers le monde, édité par la maison d'édition Slubeni Klasnik et traduit en français par Lyubomir Mikhailovitch. Notre grand entretien d'aujourd'hui cède la place à une rétrospective, l'émission des émissions de la saison 2017-2018, qui s'achève aujourd'hui. Une saison riche en publications d'une grande variété sur des thèmes qui concernent l'histoire, le vécu et l'expression de l'Église orthodoxe dans toute la variété de ses charismes et de ses couleurs. Le fil conducteur qui traverse ces charismes reste et demeure le mystère de l'unité dans la diversité que l'orthodoxie, avec ses forces et ses faiblesses, avec les menaces qui la guettent et les opportunités qui s'offrent à elle, continue de célébrer pour témoigner de l'unique nécessaire. L'émission de septembre 2017 revenait sur la fin de l'Empire romain d'Orient et la chute de Constantinople en ce fameux 29 mai 1453, qui a marqué à jamais l'Orient et l'Occident. Je recevais alors Vincent Deroche, directeur de recherche au CNRS, qui a dirigé avec Nicolas Vatin et d'autres chercheurs de valeur les travaux ayant conduit à la publication d'un ouvrage de référence, Constantinople 1453, des Byzantins aux Ottomans, aux éditions Anacharsis, et qui rassemble en 1400 pages pour la première fois en français des textes de référence d'auteurs et de témoins de l'époque de différentes nationalités portant sur cet événement historique qui fait toujours parler de lui au Moyen-Orient et dans notre monde tendu et tourmenté d'aujourd'hui. L'émission d'octobre 2017 célébrait les chrétiens d'Orient à travers l'inauguration de la belle exposition en ce 25 septembre 2017 à l'Institut du monde arabe de cette exposition d'exception qui a été Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, organisée par l'IMA en partenariat avec l'œuvre d'Orient et qui scrutait la géographie mentale du vécu d'épreuves et d'espérance des chrétiens d'Orient depuis 2000 ans. Je recevais alors, pour en parler, Raphaël Ziadé, responsable du département byzantin du Petit Palais, et Charles Persona, haut fonctionnaire et historien chargé de mission, bénévole à l'œuvre d'Orient pour le patrimoine et la culture et membre du conseil scientifique de l'exposition.
L'émission de novembre 2017 revenait à l'occasion du double centenaire de la Révolution russe en 1917 et de la tenue du Concile de Moscou en 1917 sur les conséquences de ces événements sur l'Église orthodoxe russe. Pour parler de la vocation de la Russie hier et aujourd'hui, je recevais alors deux spécialistes de la Russie. Le père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous Sénart en France, du patriarcat de Moscou, qui publiait, comme l'éclair part de l'Orient, itinéraire d'un pèlerin russe aux éditions Salvator. Et Antoine Arjakovski, historien et auteur de Occident-Russie, comment sortir du conflit aux éditions Balland. L'édition de décembre 2017 célébrait le renouveau de l'icône dans toute sa splendeur à travers l'œuvre d'un des plus grands théologiens de l'icône au XXe siècle, Léonide Ouspensky. À l'occasion du 30e anniversaire de son décès, une très belle exposition était organisée autour de son œuvre par le diocèse de Chersonèse du patriarcat de Moscou en France, au Centre culturel et spirituel du Quai Branly, sous l'impulsion d'Émilie Vantak, peintre d'icônes et professeur d'iconographie. Je recevais alors, pour en parler, deux des élèves d'Ouspensky qui poursuivent son œuvre. Anne Filipenko, restauratrice d'icônes et de tableaux, peintre d'icônes et professeur d'iconologie, et Grégoire Aslanov, petit-fils de Vladimir Ilovski, historien de l'art au CNRS, iconographe et chargé de l'enseignement d'iconologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. L'émission de janvier 2018 célébrait de nouveau l'icône, image de l'invisible, à travers une visite des icônes du Petit Palais en compagnie de Raphaël Ziadé, responsable du département byzantin du Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris, et ce, à l'occasion de la sortie de son livre « Icônes, les arts chrétiens au Petit Palais », un catalogue grand format richement illustré qui met en valeur cette unique collection du Petit Palais où se conjuguent les styles crétois, grecs, russes et balkans. L'émission de février 2018 célébrait la théologie orthodoxe et s'aventurait sur les chemins de la théologie orthodoxe grecque plus particulièrement, à l'occasion de la publication en décembre 2017 par la revue Contact, revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, d'un double numéro spécial intitulé « Le renouveau de la théologie grecque des années 60 à nos jours ». Je recevais alors M. Michel Stavrou, professeur de théologie des dogmes à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, qui est revenu sur les caractéristiques de ce courant informel de renouveau théologique grec des années 60 à nos jours. À l'émission de mars 2018, Jean-François Colosimo, essayiste, historien et théologien orthodoxe, est venu nous présenter son dernier ouvrage, Aveuglement, publié aux éditions du Cerf, et nous a parlé des conséquences dans le monde d'aujourd'hui de l'héritage de l'époque des Lumières. Ces lumières qui nous aveuglent. Il nous a invités, à sa manière, à venir voir aussi dans une fresque historico-politique, théologique, de plus de 500 pages, les multiples aveuglements, religion, guerre, civilisation, qui caractérisent notre époque, qu'il analyse dans son ouvrage avec en ligne de mire une critique en règle et implacable de la modernité, qui est née des Lumières. En avril 2018, fête des fêtes, solennité des solennités. Le père archimandrite Siméon, higoumène du monastère Saint-Silouane à Saint-Mars de Lochnay dans la Sarthe, est venu nous parler des Lumières de Pâques. Enfin, l'émission de mai 2018 a été consacrée à la Grèce, cette nation sous pression qui est nourrie de l'héritage byzantin et de son idéal chrétien d'universalité et qui vit des mutations importantes dans un monde en crise. Elle est frappée par des turbulences économiques et politiques majeures, par une fragilisation du lien social, une sécularisation rampante et où l'Église orthodoxe, à la fois puissante et fragile, repense les priorités de sa mission dans la société et expérimente de nouvelles relations compliquées cette fois-ci avec l'État. Je recevais alors, pour en parler, Georges Prévelakis, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, spécialiste de la géopolitique des Balkans et des diasporas, auteur de « Qui sont les Grecs ? Une identité en crise » aux éditions CNRS. Ainsi s'achève notre rétrospective 2017-2018, l'émission des émissions. Il me reste à vous inviter à regarder la belle vidéo de fin intitulée « Les voix de l'unité, l'œcuménisme en chantant » et je vous dis à la prochaine émission. Ce lundi matin, le chœur des séminaristes du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart part au séminaire catholique Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Les séminaristes catholiques les attendent déjà. Bon, vous êtes en forme?
pleine forme, ouais. Ils resteront ici pendant 5 jours pour enregistrer avec leurs frères catholiques un album de chants liturgiques, Les Voix de l'Unité, dans la chapelle du séminaire Saint-Sulpice. Nous, on est très heureux de ce projet. Ça nous permet de travailler avec des gens qu'on aime bien. Ça nous permet de nous voir un peu plus que d'habitude. Ce que je trouve beau, c'est cette amitié que nous développons avec nos frères orthodoxes. Ça, c'est plutôt très intéressant pour moi, pour ma propre formation. Je ne connais pas bien la culture orthodoxe, mais aussi pour l'ensemble du séminaire, je pense. On se retrouve tout de suite dans la chapelle pour faire les réglages avec l'ingénieur du son. Ce projet commun se fonde sur une longue histoire d'amitié qui unit les deux séminaires. Nous souhaitions, avec celui qui était à l'époque recteur du séminaire Saint-Sulpice, le père Didier Berthet, qui est aujourd'hui évêque de Saint-Dié, envisager de nouvelles formes de coopération entre nos deux communautés. Et alors c'est là que le père Didier a eu cette idée d'enregistrer un disque commun, et dont la nouveauté serait que les séminaristes chanteraient ensemble les chants à la fois venant de la tradition byzantine et de la tradition latine ou française. Non pas le disque qui regrouperait les chants faits par les deux chœurs séparément, mais ensemble. Nous avons longtemps porté ce projet et finalement il s'est réalisé sous son successeur, le père Emmanuel Goulard. L'unité est possible. On nous parle plutôt dans nos médias plutôt des exemples de conflits. Là, c'est pour montrer aussi qu'on peut créer des choses en commun. Tous ces échanges bien nous aident. D'abord, nous soutient dans la foi. Et puis, nous permet aussi de construire un peu ces liens amicaux, ces liens entre églises qui sont vraiment beaux et qui ont besoin d'être développés. Alors après, ce sera à chacun de les continuer par la suite. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Le travail de ces jours-ci n'est que la partie visible de l'iceberg. En amont, il y a le choix et l'élaboration du répertoire, les répétitions communes des deux communautés, organisées par les séminaristes eux-mêmes au cours de leur année d'études. Il y a la partie du chœur qui est entrée, qui va commencer bien, et puis le reste, tout le monde en même temps. Voici que C'est l'initiative des séminaristes et à la fois la proposition qui provient des supérieurs de nos séminaires. Pour moi, personnellement, ce projet, c'est à la fois un grand défi, notamment en ce qui concerne le choix du répertoire, qui représente la musique interprétée dans la majorité des églises orthodoxes en Russie et même en France. Parmi ces pièces-là, il y a une seule que nous allons chanter en slavon et les autres, je l'ai adaptées en français pour le texte français. C'est aussi un pas pour développer l'amitié de deux églises qui existent déjà, mais pour les fermer à l'avenir. Alors le choix des chants, ça a été un assez long processus puisqu'il fallait à la fois trouver des chants de notre grande tradition de l'église latine et puis aussi des chants qui nous représentent bien, c'est-à-dire des chants qu'on chante réellement dans nos liturgies. La différence entre les catholiques et les orthodoxes, on y a été évidemment clairement confrontés pendant tout ce projet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que cette différence n'est absolument pas une différence de foi. À aucun moment on a eu de questionnement ou de confrontation sur ce sujet, puisque tous les chants que nous chantons, nous sommes en fait très heureux et les paroles nous conviennent absolument. Et c'est vraiment une différence de culture en réalité. Pour
Pour chanter les grégoriens, on n'a pas vraiment l'habitude, mais on y arrive assez facilement, donc je crois que c'est réussi. Une fois de plus, on se retrouve que cette tradition, elle est très proche de la tradition des chants anciens russes, donc de la tradition byzantine. C'est une belle expérience. Ce qui est le plus cher dans ce projet, c'est les moments que nous vivons ensemble comme une communauté soudée qui partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, qui travaille pour le même objectif. C'est cette amitié créatrice qui m'inspire personnellement et je pense inspire les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La création du disque demande beaucoup de travail jusque tard dans la nuit et surtout une infinie patience. Chut. Ça tourne. Mais les défis communs forgent l'amitié. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment concret. Et c'est en chantant ensemble que vraiment notre amitié s'enracine. Nous, on est des séminaristes, donc on est en cours de formation, donc c'est pas à nous de faire de la grande théologie, c'est pas à nous d'aller dans des gros colloques et de publier des choses au Vatican, ça c'est pas notre travail. En revanche, nous, ce qu'on peut faire ici à notre petit niveau, c'est tout simplement de faire ce qu'on fait, en fait, de chanter, de faire ce qu'on sait faire. Et ça, nous savons que ça porte du fruit parce que déjà, nos deux communautés se connaissent mieux. Et ça peut aussi donner l'exemple à plein de communautés catholiques et orthodoxes en France et dans le monde pour faire des petites choses à leur niveau. Mais c'est avec ça qu'on change le monde.